Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Alors, Marc Léturgie est absent, m'a donné procuration. Laurence Rouen, Adil Benfedoul va arriver. Liliane Grandi, Nelly Rodriguez, Francis Delteil, Islane Robin qui va donner procuration à Francis Delteil. Voilà, tout à fait. Marie-Claude Andrieux Courbin qui a donné délégation à Gilbert Blanc, à son départ, pareil. Christian Bordenave, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Alain Céréa, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier a donné procuration à Denise Miguel, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy, Anne Soquet a donné procuration à Alain Plazy, Bernard Michel Bosviel, je l'ai fait. Farida Moudi, François de Madaillon, Martine Rosé, Alain Banquet, Marie-Hélène Scotti, Joël Kerbraon, Gaël Blanc-Lajonie est excusé, Dominique Rousseau, Christiane Delfont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne a donné procuration à Cécile Labarthe, Jacqueline Simonet a donné procuration à Fabien Ruet, Cédric Zapera, Robert Richard, et Paul-Henri Gallon a donné délégation à Robert Richard. Voilà. Alors, le procès-verbal, la désignation d'un secrétaire de séance, on a déjà dû faire beaucoup de séances parce que c'est M. Zapera qui se trouve à nouveau secrétaire de séance, si on est d'accord. Ouais. Alors, ensuite, le procès-verbal de la séance du 27 juin. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. L'ordre du jour est conforme à celui transmis avec la convocation. Alors, qui est d'accord sur le procès-verbal d'abord pour l'approuver? Pas d'opposition. Il est conforme. Donc, nous arrivons aux décisions prises par le maire et les adjoints. Y a-t-il des questions? Monsieur Ruet. Bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Des questions et quelques remarques, puisque bon, la liste est quand même assez longue. La première, c'est pas une question, puisqu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un avenant pour les travaux sur l'église Notre-Dame à hauteur de presque 10 000 € pour de l'échafaudage complémentaire. Est-ce que cela va avoir une conséquence sur le suivi du déroulé des travaux, sachant que nous sommes sur des tranches quand même qui sont relativement prévues? Ça, c'est la première question. La seconde concerne le contrat d'assurance pour la responsabilité professionnelle et décennale de l'architecte de la ville, qui a été prise pour 3 ans, alors que nous venons d'apprendre que le dit architecte de la ville quittait la ville de Bergerac. Et donc, est-ce qu'il y aura quand même une solution de remplacement, puisque ce recrutement était quand même très utile, notamment pour faire des économies sur un certain nombre de budgets lorsqu'il y a des permis à signer pour les travaux, notamment en régie. Et donc, pourquoi avoir pris cette responsabilité pour 3 ans alors que cet agent s'en va et sera-t-il remplacé? Et puis ensuite, des remarques un petit peu plus sur le fond. La première, c'est que nous apprenons que nous avons souscrit avec la société AID Observatoire le diagnostic commercial visant à la redynamisation du centre-ville pour 23 560 €. Ma question serait d'abord de savoir si, au regard
de cet enjeu de la dynamisation commerciale, et nous aurons des sujets qui vont concerner cela dans ce conseil municipal, il ne serait pas utile de créer une commission municipale consacrée à ce thème et sur laquelle nous pourrions travailler tous ensemble, y compris autour des résultats de ce diagnostic commercial. Donc ça, c'est une question. Ensuite, nous apprenons également, là je reviens à des chevaux de bataille, que nous avons fait l'acquisition d'une solution numérique pour la dépénalisation du stationnement. Toute l'anticipation au 1er janvier 2018 de l'évolution de la réglementation et le fait qu'on va dépénaliser et le fait qu'on va aussi changer le système d'amende sur la ville. Donc il y en a pour un coût de 25 000 €. Nous sommes à moins de 6 mois de ce passage à la dépénalisation, et savoir quand nous serons informés sur le nouveau système de verbalisation qui va être appliqué, puisque ça a quand même des incidences sur le stationnement en zone verte, zone orange notamment, et que ça concerne aussi l'attractivité du centre. Et puis, ma dernière remarque concerne l'abattoir, puisque je vois avec joie que nous continuons les travaux sur l'abattoir, et nous avions par le passé questionné sur le fait qu'on avait mandaté la société Point et Virgule de M. Boisseau pour venir travailler pendant 9 mois sur le devenir de l'abattoir et son passage éventuel en CEMOP. Je rappelle que nous avions déboursé 14 500 € pour connaître les intentions des usagers, définir la structure d'exploitation, la liste des actionnaires, évaluer les conditions juridiques et financières du transfert d'exploitation et rédiger même un dossier de mise en concurrence en lien avec les services. Il se trouve que lors des réunions de commission, on nous a remis un document qui fait à peu près 5 pages, ce qui fait 2 900 € la page. On n'a pas appris grand-chose par rapport à cela. Mais au-delà de ce document, aujourd'hui nous apprenons que depuis le début d'année, M. Jean-Jacques Boisseau a été recruté comme chargé de mission auprès de la mairie de Ribérac. Mairie de Ribérac pour laquelle il avait travaillé dans le cadre de cette même société pour également accompagner l'abattoir de Ribérac vers le passage à une CEMOP. Donc aujourd'hui le voilà maintenant aux responsabilités dans cette ville, avec forcément la question de l'abattoir, alors qu'il a travaillé sur notre propre abattoir, et donc déontologiquement, eh bien, je reviens à ma question de l'année dernière, était-il vraiment sage et prudent de faire travailler cet homme, au regard déjà du passif qu'il avait dans d'autres abattoirs comme à Ruffec, et au regard aujourd'hui de son engagement auprès de la mairie de Ribérac, où il aura à s'occuper d'un abattoir concurrent du nôtre, en ayant eu connaissance de nos clients, de nos habitudes, de notre mode de fonctionnement, de nos marges, en l'occurrence en lui donnant un avantage concurrentiel. Bien, alors, monsieur Blé, bon, d'abord, en ce qui concerne les travaux sur l'église, effectivement, il a fallu prolonger, effectivement, pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne peut pas intervenir directement sur le toit, et qu'on est obligé de bâtir un échafaudage pour faire un certain nombre d'interventions qui ne peuvent pas se faire autrement. J'ajoute qu'on aura des travaux complémentaires, puisqu'il y a une chute d'eau importante qui s'est révélée sur le côté est, côté rue Sainte-Catherine, voilà, et qu'on sera amené là aussi à faire de nouveaux travaux. Voilà, ça c'est la première question. Sur l'architecte municipal, M. Begri, il est exact qu'il part à Bordeaux Métropole, hein, il a passé le concours, il a été retenu, ce qui prouve la qualité de cet architecte, qui avait bien travaillé d'ailleurs à Bergerac, qui a fait 2 très beaux chantiers, je rappelle, plusieurs très beaux chantiers, l'école des Bords, l'école du Boulet Vert, pardon, le centre social de Germaine-Tillon, et qui avait commencé à travailler sur l'école qui s'appelle maintenant Cyrano de Bergerac et sur la salle qui doit être attelante à cette école. Bon, alors c'est effectivement, il y a une réflexion de savoir est-ce qu'il est judicieux de nouveau de recruter un architecte, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler avec les architectes locaux et recruter plutôt
peut-être un ingénieur bâtiment. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, sachant que les projets d'investissement qui viennent, il n'y a pas forcément beaucoup de bâtiments. Voilà. Donc c'est une réflexion qui est nécessaire, et que l'entretien du patrimoine existant, je dirais, la présence de quelqu'un qui a des connaissances fortes en termes de bâtiments peut être utile également. Donc c'est en cours de réflexion. Sur le stationnement, la dépénalisation, on est effectivement en discussion avec SAGS. Les discussions portent sur les montants du prix, de la grille tarifaire, du prix maximal et du prix de la pénalité sur laquelle sera calculé le montant de ce que la personne devra si elle a dépassé le temps horaire. Il y a un sigle pour ça, ça s'appelle le FPS. Voilà, le forfait post-stationnement, le FPS. Donc on est sur des chiffres actuellement, la négociation a pas mal avancé. Sur cet aspect-là des choses, on est sur des chiffres qui sont tout à fait... on a regardé, parce qu'on s'enseigne quand même aussi beaucoup sur ce qui se passe dans les autres communes. Donc il nous semble que les positions, en tout cas, que défend la ville, sont assez proches de celles que défendent la plupart des villes qui se trouvent en face d'un délégataire. Deuxièmement, il y a le problème du remplacement des horodateurs. Là, c'est un sujet sur lequel on a une discussion assez serrée. C'est un sujet je dirais, c'est la clé de répartition entre le délégataire et la ville. Voilà. Le délégataire, évidemment, cherche à nous en faire porter, parce que théoriquement, le remplacement des horodateurs était prévu pendant 3 ans. Voilà. Donc nous, évidemment, on défend les intérêts de la ville dans cette affaire-là, sachant quand même que le remplacement des horodateurs a aussi un autre objectif, c'est de permettre le paiement par carte et d'avoir un suivi plus précis de la présence des automobilistes qui stationnent sur place. Voilà, donc on essaie de récupérer du matériel quand même qui soit beaucoup plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Et puis enfin, il y a le problème de la date de franchissement de la réévaluation des tarifs. Là aussi, c'est un des éléments qui est dans la discussion. Et l'idée, ça serait de n'avoir plus qu'une seule zone. Voilà, c'est aussi un des points qui est en discussion. Donc ça fait beaucoup de points qui sont en discussion. On doit avoir une discussion avec SAGS très prochainement, donc on pourra vous en dire un peu plus après cette discussion. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours qui est important et qui donne lieu à des échanges quelquefois un peu rudes. Sur le commerce au centre-ville, l'appel au cabinet AID, Observatoire SARL Commercité, qui est vraiment, c'est des gens qui ont fait une étude extrêmement intéressante. Ça sera présenté aux commerçants, ça a été présenté déjà à un certain nombre d'élus et de commerçants. Ça sera présenté de nouveau à l'ensemble des commerçants qui souhaiteront être présents. Moi, je ne vois pas du tout d'inconvénient à ce que tous les élus soient invités, d'autant que les conclusions de cette étude sont extrêmement intéressantes. Ils ont beaucoup mis l'accent sur la notion de périmètre commercial en centre-ville. Ils ont fait beaucoup de comparaisons entre Bergerac et les autres villes qui sont confrontées à ces problèmes de redynamisation. Donc moi je ne vois que des avantages à ce que l'ensemble des élus puissent être invités à cette réunion qui sera suivie d'ateliers. Nelly Rodriguez, vous avez quelque chose peut-être à ajouter là-dessus? Oui, effectivement, il y a une restitution qui va être réalisée. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le travail n'est pas terminé. Hein, on est sur le stade de l'enquête. Donc là, la restitution de l'enquête a été faite il y a peu de temps, où effectivement, des élus, des représentants du commerce ont été invités.
Et là, on passe sur la deuxième phase, sur la restitution plus générale aux commerçants, un travail sur des ateliers thématiques pour aboutir sur vraiment des projets opérationnels à mettre en place. Donc là, on va rentrer dans la deuxième phase. Et quand tout le processus sera terminé, bien évidemment, il y aura une présentation qui sera faite à l'ensemble des élus et à l'ensemble des commerçants également. Voilà, donc on est là sur la fin de la première phase. Mais il y a aussi l'invitation sera lancée, donc ça sera mi-octobre pour la restitution de l'enquête. Voilà. Alors enfin, sur la dernière question sur l'abattoir, écoutez, le problème des relations avec M. Boisseau, nous n'avons pas de relation privilégiée avec M. Boisseau, je dirais, et c'est pas M. Boisseau qui décide de l'avenir de l'abattoir de Bergerac. Il a fait un certain nombre d'analyses, il nous a aidé aussi dans un certain nombre de discussions avec certains des clients de l'abattoir, qui sont quand même des discussions assez techniques. Bon, on tiendra rapidement, je suis d'accord, une nouvelle commission de suivi de l'abattoir, dont vous faites partie d'ailleurs, donc vous pourrez venir. Et effectivement, la question du passage éventuel en CEMOC se trouve posée. J'ai aucune raison de le cacher. Si on avait une meilleure implication effectivement de certains clients de l'abattoir, je dirais que ça serait plutôt profitable à l'abattoir. Je fais observer d'ailleurs que les pouvoirs publics eux-mêmes nous encouragent à réfléchir à la création éventuelle d'une CEMOC. Donc voilà, tout ça, ça sera évoqué lors d'une réunion prochaine de la commission de suivi de l'abattoir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions, donc on passe à la suite de l'ordre du jour et on commence par le bilan des cessions et acquisitions immobilières de l'année 2016 de Liliane Brandy. En 2016, la ville a rationalisé son patrimoine avec des ventes. D'un terrain à avenue Paulinaire et d'une propriété rurale. Et pour répondre à des besoins d'équipement, la ville a procédé à des acquisitions. Une bande de terrain rue Saint-Simon pour l'élargissement de la voie, 2 parcelles, allée André-Lévesque, pour l'incorporation au domaine public et communal de l'espace commun et pour revente de lots bâtis ou non. Et 2 parcelles dans le lotissement de Saint-Onge-Parc pour incorporation des espaces communs et réalisation d'un nouveau tronçon de la coulée verte du Codo. Et il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ce bilan. Moi, je voudrais juste ajouter quelques précisions. En ce qui concerne la rue Clérat, ce sont des professionnels de santé qui doivent s'y installer. C'est à eux qu'on a cédé ce bâtiment qui nous avait été donné en échange du bâtiment qui abrite aujourd'hui le commissariat. En ce qui concerne la bande de terrain rue Saint-Simon, ça a permis enfin de résoudre le problème de la rue Saint-Simon et d'élargir sur toute sa longueur la rue Saint-Simon. C'était vraiment une affaire qui empoisonnait la vie des habitants du quartier depuis fort longtemps. En ce qui concerne les parcelles de l'allée André-Lévesque, c'était une demande du groupe SNPE Renco. Et ça nous servira notamment pour la mise en place de la voie verte. Et en ce qui concerne le lotissement Saint-Onger, on a essayé de lier ça au passage de la coulée verte. Et je dirais que ça fait partie de quelque chose qui pèse lourdement, c'est vrai, sur la ville. C'est le jour où les lotissements sont terminés et où les créateurs des lotissements nous demandent de les incorporer dans le domaine public communal, c'est-à-dire à la fois la voirie et les espaces verts. Pas d'observation. Alors, et je précise aussi, elle ne figure pas que l'acquisition de la chapelle de la rue, c'est 2000... oui, voilà. C'est 2017. Voilà, c'est en cours la chapelle de la rue de la Citadelle. Voilà. J'ai une question. Donc on en reparlera. Monsieur Zappera. Puisque vous abordez le sujet, qu'est-ce qu'on va faire dans la chapelle? Pardon.
Qu'est-ce qu'on va faire dans la chapelle puisque vous abordez le sujet? Là, on a deux réflexions. Au départ, l'idée c'était plutôt d'installer les archives municipales, parce qu'on a quand même ce problème qui n'est toujours pas résolu depuis des années et des années. Je rappelle que le maire, en plus, a des responsabilités personnelles sur les archives municipales. C'est une obligation qui pèse sur la collectivité, mais on a besoin d'un bâtiment. On envisage de mutualiser d'ailleurs les archives avec la CAB, donc il n'est pas sûr que ce bâtiment de la rue de la Citadelle soit suffisant, mais on pense qu'il pourrait aussi, le cas échéant, servir de centre d'interprétation dans le cadre du processus d'art et d'histoire. Voilà. Compte tenu de sa situation qui serait bien adaptée à cet objectif auquel vous tenez beaucoup, je sais, monsieur Rouet. Oui, puisqu'on aborde le sujet sur cette question, si vous me permettez. Oui. Quand on a passé l'achat de la chapelle, c'était effectivement dédié pour les archives municipales. Il semble aussi que les contraintes techniques du lieu ne se prêtent pas à cette installation. Quant alors là au SIAP, le Centre d'interprétation architecture et du patrimoine, alors c'est vrai que dans les transferts, les musées sont repartis à la communauté d'agglomération, mais le musée de la ville est déjà configuré en SIAP et a été labellisé par ce biais-là. Donc il existe déjà. Alors est-ce que le plus sage ne serait pas de renoncer à cette vente qui, de mémoire, avoisinait les 85 000 €, je crois. Ça pourrait être mis pour d'autres dépenses que vous allez engager, y compris ce soir. Là-dessus, je dirais, on va y revenir, mais c'est vrai que ce bâtiment peut être extrêmement précieux. Oui, c'est plutôt 50%. Alors, admissions en non-valeur, exercice 2017, numéro 1, Adib Belfedoul. Donc, Borac. Bien. Alors, comme tous les ans, la recherche municipale demande l'admission en valeur d'excellence jugée irrécupérable. Pour l'année 2017, ces créances sont de l'ordre de 12 468 pour le budget principal, donc 4 770 au titre des créances éteintes et 7 705 au titre des créances admises en non-valeur. Pour le budget annexe abattoir, cette créance s'élève à 584,89. Donc vous avez un tableau, nous l'avons détaillé hier dans la commission hier soir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce tableau-là. Donc au lieu de cette pièce, voilà, le conseil municipal est invité à admettre ses centres en non-valeur. Monsieur Zaffer. Oui, merci. Redevance patinoire de 2485, c'est la patinoire en plastique il y a 3 ans. Enfin, c'est pas en plastique, c'est la patinoire synthétique. Oui, en plastique, d'accord. Parce qu'il y avait eu un cité d'échec. Ok. C'était ça votre question? Ben oui. Bien. On passe au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Refacturation des interventions entre la ville et la CAB, montant 2016, Adib Belfedoul. Donc là aussi, c'est une délibération qui revient tous les ans depuis la délibération du 12 décembre 2013. C'est une délibération qui passera aussi au Conseil consulaire. Tous les ans, il y a une facturation des interventions entre la ville et la CAB. Donc vous avez pareil un tableau qui regroupe les dépenses et les prestations en charge générale et la mise à disposition du personnel. Donc, pareil, je ne sais pas si vous avez des questions concernant ces tableaux. Sinon, le conseil municipal, voilà, est-ce qu'il y a d'abord des questions avant de passer au vote? Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le décompte des prestations croisées entre la ville et la CAB pour l'année 2016 et d'arrêter les comptes
au montant suivant. Total vu par la communauté d'agglo, 381 279, et total vu par la ville de Bergerac, 73 422. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Fiscalité de l'urbanisme, taxe d'aménagement. Alors, je rappelle que depuis le 1er mars 2012, une taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations d'aménagement et de construction nécessitant une autorisation d'urbanisme permis de construire ou d'aménagement, déclaration préalable. Jusqu'à présent, nous appliquions à Bergerac un taux de 1%. Quand on regarde ce qui se passe dans les communes voisines, on voit que le taux est sensiblement plus élevé. Donc il nous paraît quand même assez légitime de nous aligner sur les autres villes du Grand Sud-Ouest, qui ont des taux sensiblement plus élevés, donc de porter le taux de cette taxe à 2,5%. Voilà. Et d'exonérer totalement les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'État, c'est-à-dire les constructions de logements sociaux. Voilà. Monsieur Rué. La version polémique de cette délibération voudrait qu'on assiste quand même à une augmentation déguisée de la fiscalité. Parce que naturellement, cette taxe, elle s'applique. Et c'est vrai que quand je vous vois vous dire vouloir vous aligner sur les communes du Grand Sud-Ouest qui sont équivalentes à Bergerac, toutes n'ont pas le revenu moyen aussi modeste que notre ville peut l'avoir. Et il se trouve que la taxe d'aménagement, malgré tout, c'est une taxe qui peut être réellement un handicap pour un certain nombre de constructions, pour les primo-accédants, pour les logiques aussi d'urbanisme où on incite beaucoup sur la densification des constructions. Donc dès lors qu'on agrandit sa maison, parce que la cellule familiale évolue ou qu'on veut effectivement densifier la parcelle, on est soumis à la taxe d'aménagement. Et la passer de 1% à 2,5%, c'est pas innocent. Alors c'est vrai que pour le département, c'est obligatoirement 2,5%, c'est-à-dire que la ville passe sa contribution elle aussi à 2,5%, mais d'une manière générale, il existe il existe un certain nombre d'exonérations possibles. Alors, pour les logements sociaux PLAI, c'est de facto exonéré. Là, on élargit au PLUS, donc c'est très bien, parce qu'effectivement, les logements sociaux ne seront pas touchés. Mais en revanche, on peut quand même prendre le temps, si vous voulez vraiment augmenter cette taxe d'aménagement, de regarder les autres exonérations qui sont possibles. On parlait de redynamisation du centre-ville. Il est possible d'exonérer les commerces de détail de moins de 400 m² de cette taxe. On a suffisamment de commerces vacants en centre-ville qui vont rentrer dans cette catégorie sans aller leur imposer une taxe à hauteur de 2,5% en plus. Concrètement, la ville ne va pas perdre en ressources, bien au contraire, parce que ça veut dire que les travaux vont se faire. Donc on peut exonérer. On a des immeubles qui sont vacants, certains qui sont inscrits ou classés. Les immeubles classés ou inscrits peuvent aussi être exonérés. C'est pas la peine d'aller mettre une taxe quand on sait que souvent les propriétaires sont dépassés par les surcoûts que présente ce type d'habitat. Et puis, on parle des maisons de santé, mais les maisons de santé peuvent être aussi exonérées. Donc, ces questions-là d'exonération, je pense qu'elles mériteraient d'être vues plutôt que d'appliquer cet opportunisme fiscal et de chercher des ressources partout où on peut en chercher sans vraiment se rendre compte que Bergerac n'est pas à jeun. Bergerac a malgré tout un revenu moyen qui est plus faible que les autres communes d'Aquitaine. On est au cœur de l'arc de la fragilité et cette taxe d'aménagement, alors qu'on est quand même une ville qui sur le plan immobilier est relativement sinistrée, où il y a ces enjeux que je viens de signaler, notamment sur le commerce ou l'habitat très ancien classé, franchement, c'est pas une décision très opportune. Bon, monsieur Rué, moi j'entends bien votre discours, mais le problème aussi c'est que la ville a besoin d'un minimum de ressources et c'est vrai que ça ne paraît pas anormal d'appliquer un taux de taxe comparable à celui des communes qui nous entourent. Je veux dire, on peut pas dans tous les domaines être toujours sur le niveau minimum en matière d'imposition des activités. Je veux dire, il y a un moment, on peut plus tenir à raisonner comme ça. Bon, moi j'entends bien ce que vous dites. Alors sur les aménagements de commerce, ce que je voudrais souligner, c'est que
les aménagements intérieurs des commerces, il y a absolument, mise en valeur des commerces, elle n'est absolument pas touchée par cette taxe. C'est la construction de nouveaux commerces Si qui peut être touchée. le local Mais pas... l'attend et qu'il est aménagé, il sera soumis à la taxe d'aménagement. Et le paradoxe, c'est qu'on donne de l'argent dans le cas insuffisable, parce qu'on va le taxer d'autre part avec cette taxe. S'il n'est pas commerce, oui, mais s'il est déjà commerce, il n'est pas soumis. À partir du moment où vous avez le problème, toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction, d'agrandissement de bâtiments, d'installation. C'est le code, c'est expliqué oui, comme ça. d'accord, mais Donc, quand il y a construction, mais pas quand il y a simple aménagement intérieur ou aménagement. local. Vous avez par exemple, vous qui adorez le stationnement, vous avez un bout de jardin, vous construisez 3 places de stationnement, vous êtes soumis à la taxe d'aménagement sur les places de stationnement. C'est comme ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne cette taxe. C'est vraiment populaire. Ensuite, sur les locaux classés ou inscrits, moi je suis d'accord pour qu'on ajoute un amendement pour intégrer les locaux, exonérer les locaux classés ou inscrits. Vous m'entendez, monsieur Rouet? Voilà. Donc on peut rajouter effectivement d'exonérer les logements, les bâtiments classés ou inscrits, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Voilà. Alors, Madame Labarthe. Fabien Jouet dit que c'est une augmentation déguisée, elle n'est pas du tout déguisée, elle est franche. On n'augmente pas les impôts. C'est vrai que M. Belfédou nous a dit hier soir, oui, mais on avait promis qu'on n'augmentait pas les impôts, on n'avait pas parlé des taxes. Je mens. C'est une façon de voir. Enfin, le résultat est le même. C'est une augmentation qui est franche, qui n'est pas du tout déguisée. Vous comparez aux autres communes de même strate, etc. On parle de l'aménagement au sein de la CAP. Toutes les communes de la CAP ne sont pas à 2,5%, loin de là. On parle de villes comparables à Bergerac. Oui, mais enfin, hier on nous a donné la liste des communes de la CAP et elles sont loin d'être majoritairement à 2,5%. Certaines sont même à 1% et d'autres maintenant même pas, puisque c'est une taxe qui n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, voilà, effectivement, vous dites, oui, mais il faut augmenter les impôts. Je suis content de vous entendre dire, certaines taxes, ça sera plus, Madame Labarthe. Vous avez l'habitude de déformer les propos. Ça ne sera plus votre leitmotiv, on n'augmente jamais les impôts, etc. Les gens s'en fichent, vous appelez ça un impôt ou une taxe. D'accord? Ils vont payer. Et vu les chiffres que nous a donné M. Chabot hier soir, ça va être en plus une augmentation quand même considérable sur le prix du mètre carré. Non, mais ce que j'ai dit hier, il y a une différence entre les impôts et les taxes. Si on prend l'exemple de votre mandat, vous avez augmenté les impôts de 5%. Mais en même temps, vous avez aussi augmenté des taxes. Vous avez aussi instauré des taxes. Donc vous voyez, et quand on vous dit vous avez augmenté les impôts de 9%, on ne vous dit pas aussi que vous avez augmenté les taxes. Donc il y a une différence entre les impôts et les taxes. Voilà. Oui, il y a une différence majeure, Madame Labarthe. Non, mais Madame Labarthe, il y a une différence majeure. Un impôt, ça revient tous les ans. Une taxe, on ne la paie qu'une seule fois. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mais nos territoires. Une différence quand même de taille. Le problème, il est là, c'est que nos territoires sont en concurrence et que Bergerac n'est pas suffisamment attractif et que cette taxe. C'est pas sur cette taxe que ça se fait. Mais quand vous recevez, vous ne savez vraiment pas le montant moyen de cette taxe. Hein. Vous n'avez pas dû faire des travaux il y a un petit moment. Mais je peux vous assurer que quand vous la recevez, c'est entre 2000 et 2500 euros par dossier, et c'est quand même extrêmement lourd. Non, parce que c'est pas ça dépend du dossier, c'est proportionnel. Mais pour un jeune ménage qui fait construire sa maison, par exemple, c'est quand même des gens qu'on veut attirer sur notre territoire, cette taxe, elle n'est pas anodine. Pour le commerçant, elle n'est pas anodine. Pour un agriculteur sur Pécharmont, par exemple, qui veut reconvertir un hangar agricole en petit point de vente pour de la vente directe à la ferme, la taxe d'aménagement, elle non plus ne sera pas anodine. Tous ces éléments font que nos territoires sont en concurrence et que Bergerac a besoin de favoriser la construction immobilière parce que c'est un impératif, on est entièrement et d'accord. que cette taxe ne contribue pas à remplir cet On est objectif. entièrement d'accord là-dessus. Bien. Alors, je vous rajoute l'amendement que proposait M. Rouet, c'est-à-dire d'exclure les établissements inscrits ou classés. Tout le monde est d'accord? Bien. Et ensuite, sur l'institution de cette taxe, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, harmonisation communautaire des politiques d'abattement sur les bases d'imposition de la taxe d'habitation, M. Benfilioul. Bien, donc c'est un sujet très important et
et en même temps un peu technique. Donc je vais essayer d'expliquer les choses par rapport à ce qui s'est passé depuis 2013, depuis en tout cas 2011, où il y avait un transfert des abattements entre le département et l'intercommunalité. Lors de ce transfert, il y a eu un mécanisme de correction qui a été instauré, et après ce mécanisme, il y a eu, je dirais moi, une injustice envers la ville de Bergerac, c'est que les abattements appliqués par le cadre ne s'appliquaient pas pour la ville de Bergerac. Donc on était la seule commune où il n'y avait pas l'application des abattements au même titre que les autres communes. Donc bien sûr, au début, on n'était pas au bureau de la CAD à l'époque, mais dès cette année, depuis le mois de janvier, moi j'ai alerté le nouveau président, et je lui ai dit c'est pas normal qu'on ne traite pas la ville de Bergerac comme toutes les autres communes. Donc on est rentré en discussion bien sûr avec le président et avec les DGS, et c'est vrai que ce transfert aujourd'hui des abattements entre la communauté d'agglomération et la ville de Bergerac a un coût pour la communauté d'agglo. Sachant que, vous savez très bien, la situation financière aussi de la CAD n'est pas, comme d'ailleurs de la ville, n'est pas une situation facile. Donc ce que nous avons proposé au président, c'est que la ville travaille avec la communauté d'agglo pour essayer de repérer et de trouver des économies pour que ce coût ne soit pas vraiment à la charge de la ville. Donc il y avait des discussions entre la ville et la CAD, et nous avons trouvé surtout 2 voire 3 pistes qui permettra demain à la communauté d'agglo justement de faire des économies et en même temps de nous verser, de faire le transfert des abattements entre la communauté d'agglomération et la CAD. Ce qui va faire un produit, et la ville, un produit supplémentaire pour la ville de Bergerac, mais en même temps, grâce aux économies trouvées et la mutualisation trouvée entre la ville et la CAD, je dirais ce coût va être compensé par ces économies. En même temps, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réforme qui se prépare, la réforme de la taxe d'habitation, et que normalement, dans 3 ans, le contribuable, la majorité des contribuables seront exonérés, donc il n'y aura plus de taxe d'habitation. Donc il nous semblait aussi souhaitable d'essayer de trouver sur l'abattement général, de rapprocher en tout cas la ville avec les abattements faits dans les autres communes de la CAD. Donc ce soir, cette délibération qui sera aussi votée au niveau de la communauté d'agglo la semaine prochaine a pour objectif d'abord supprimer ce mécanisme de correction pour revenir justement à des abattements qui sont équitables sur tout le territoire de la carte, c'est-à-dire qu'il y aura le même traitement pour la ville de Bergerac comme pour toutes les communes, un transfert des abattements entre la communauté d'agglo et la ville de Bergerac, et une réduction de l'abattement général de 15 à 10%. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de réduire à compter du 1er janvier 2018 les taux des abattements de charges de famille et générale à la base, abattement pour chacune des 2 premières personnes à charge, réduction de 20% à 14%, abattement pour chacune des personnes à partir de la 3e personne à charge, réduction de 25% à 22%, et abattement général à la base, réduction de 15 à 10%. Madame Labarre. Oui, c'est un peu confus. La seule question que je voulais savoir, c'est quelle est la conséquence pour le contribuable. Parce qu'en général, quand on baisse l'abattement, mécaniquement, la somme à verser augmente. Donc, est-ce qu'il y a, la question est simple, ça va vous permettre d'éclaircir votre propos, quelle est la conséquence pour le contribuable de l'argent rapport? Si vous voulez, sur les abattements, ce qui se passait avant, la CAD n'appliquait pas les abattements. Donc aujourd'hui, la CAD va appliquer ces abattements pour le contribuable bergeracois. Sauf que
cet argent, c'est la ville qui va récupérer cet argent et appliquer des abattements sur la taxe d'habitation. Donc, pour le contribuable, il y aura une neutralité fiscale sur la baisse des abattements. Et pour l'abattement, la baisse de l'abattement, la réduction de 15 à 10%, avec la réforme, et c'est pareil, il y aura une neutralité fiscale pour la majorité des contribuables. Donc, ce que nous voulions, c'est une neutralité financière pour la communauté d'agglo, vu le contexte actuel, et nous voulons aussi chercher au maximum la neutralité fiscale pour le contribuable. Voilà. Bien. Parce que, juste. Oui, monsieur Zappera. Ouais, c'est compliqué, mais. Oui, c'est compliqué. C'est pas simple. Mais ce qui est certain. Oui, si c'est compliqué, c'est pas simple. Ce qui est certain, c'est que pour le contribuable bergeracois, cet abattement, c'était le même qu'il pouvait percevoir aussi des APL. Après, à ce qu'a annoncé le gouvernement Macron, il ne faut pas que ce soit la double peine. D'un côté, on perd 5 € d'APL, et là, on va payer plus d'impôts. Donc, si vous nous assurez que c'est neutre, ok. Mais il y en a marre de la double peine. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, contrat d'objectif 2016-2020 avec le Conseil départemental de la Dordogne. Alors, ce contrat d'objectif 2016-2020, on l'avait déjà passé et proposé par délibération du 29 mars dernier. Il y avait une liste de travaux, sauf que nous demandons par cette délibération d'aujourd'hui de remplacer 2 types de travaux par 2 autres, à savoir les nouveaux travaux, c'est la peinture à la salle Anatole France pour 58 000 €, 58 333 € hors taxe de travaux et 14 583 € de subvention, et l'installation d'aires de jeu dans les espaces publics, 75 330 € de travaux et 18 832 € de subvention. Sachant que le taux maximum de ces subventions départementales ne peut excéder 25% de la dépense subventionnable hors taxe. Voilà. Voilà. Sachant qu'il y aura d'autres délibérations de ce type à la mesure de l'avancement du plan. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Acquisition d'une œuvre d'art, Denise Miguel. Merci, monsieur le maire. Donc, d'abord, c'est une métaphore de votre mandat, le titre ou pas? C'est l'artiste qui a intitulé cette œuvre ainsi, et nous respectons le choix de l'artiste. Bon, alors, donc, effectivement, c'est l'acquisition d'une œuvre d'art, Désillusion totale, de Daniel Ourdet. Alors, du 2 juillet au 27 août de cette année, la ville de Bergerac a consacré son exposition d'été à l'œuvre de Daniel Ourdet, sculpteur, dans le cadre d'un hommage à Auguste Rodin. À l'issue de cette exposition, la ville de Bergerac souhaite enrichir ses collections, promouvoir l'art contemporain, l'inscrire dans le paysage urbain et, de fait, acquérir l'œuvre suivante. Désillusion totale, sculpture 2013, réalisée par Daniel Ourdet. Cette statue de grande taille, représentant un personnage aux ailes mitées, coiffé d'un bonnet doré qui l'aveugle, est mise en vente par M. Ourdet pour la somme de 65 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la sculpture Désillusion totale de Daniel Ourdet et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. Merci. Alors, M. Zappera demande la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, moi, j'ai rien contre l'œuvre d'art.
sont les goûts et les couleurs, chacun. Moi je suis plus Jeff Koons, j'aime bien quand c'est rond, de couleurs, chacun ses trucs. Ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure j'étais avec 500 feignants dans la rue. Et on a discuté avec des copains feignants. Parce que c'est maintenant comme ça qu'on nous appelle, quand on n'est pas d'accord, on nous dit on est des feignants. Et ils croyaient tous qu'on était le 1er avril, quand je leur ai dit mon temps. Est-ce que, vraiment, on a 65 000 € à mettre dans une œuvre d'art de ce type-là? Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, ça c'est la première question. La seconde chose, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autres investissements qui peuvent être un peu plus prioritaires d'acheter une œuvre d'art un peu moins chère? Et la dernière question, c'est, quand on achète une maison, c'est les domaines qui estiment. Qui a estimé cette œuvre d'art? Des domaines, un expert, donc on aimerait bien connaître son nom. Je suppose que c'est pas Jean-Charles Gaultier qui a estimé l'œuvre à lui tout seul. Et la dernière question, c'est est-ce que ça n'a pas été le deal avec M. Ourdet, qui vient de faire une rétrospective, et qu'en contrepartie, on lui achète une œuvre d'art à 65 000 €? Alors, monsieur Zepera, moi je vais vous répondre à toutes ces questions. Premièrement, donc, je dis très clairement, il n'y a eu aucun deal avec M. Lourdet, mais la question, on sait tous, enfin, une partie des élus étaient présents fin août, quand cette exposition a fini, et le sentiment général, c'est vrai qu'à ce moment-là, les statues allaient repartir, et on s'est posé la question, effectivement, tous, de savoir si ça n'aurait pas été bien d'acheter une de ces œuvres parce qu'elles ont relativement marqué les esprits à la fois des Bergeracois, mais aussi des visiteurs qui venaient dans notre ville. Je voudrais rappeler qu'à chacun des mandats, c'est un choix que nous avons fait, le mandat dans le cadre de cette ville, à chacun de nos mandats, nous avons acquis une œuvre d'art. On l'a fait lors du premier mandat, on a acquis la fontaine avec les saumons qui se trouvent place de la Madeleine, qui a été quand même une transformation assez profonde de la ville. Il y a eu d'autres choses. On a transformé assez profondément cette place de la Madeleine, qui était quand même un des lieux complètement abandonnés de Bergerac. On a ensuite, lors du mandat 2001-2008, on a acquis la statue de Cyrano qui est sur la place Pellicière. Ça quand même aussi, on dit toujours qu'on ne voit pas suffisamment Cyrano à Bergerac. Moi, je vois que les gens, quand ils viennent à Bergerac, ils viennent tous devant cette statue et ils sont tous en admiration devant cette statue. Certains la trouvent très belle, d'autres la contestent, enfin bon. Mais ceci dit, les gens y viennent. Et troisièmement, au cours de ce mandat, c'est vrai que nous n'avions encore acheté aucune œuvre à mettre dans la ville, et nous avons décidé, cette statue, nous avons décidé notre choix s'est porté sur cette statue parce qu'elle avait eu justement un effet très, très grand auprès des visiteurs, auprès des Bergeracois eux-mêmes, je reviendrai. Voilà. On peut avoir, si on veut avoir une politique en matière d'investissement, en matière d'œuvres d'art, on peut pratiquer ce que font certains, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 1% culturel. C'est-à-dire que sur certains bâtiments, on consacre 1% du montant du bâtiment à mettre une œuvre d'art. Si vous faites un bâtiment qui coûte 300 ou 400 000 €, vous mettez 3 000 €. Si vous faites un bâtiment qui fait 1 million d'euros, vous mettez 10 000 €. Nous, on considère que cette politique-là, elle n'est quand même pas très intéressante du point de vue de l'acquisition des œuvres, étant donné qu'avec 10 000 €, je suis désolé, mais on peut mettre souvent quelques carreaux de faïence, mettre quelques décorations en zigzag métallique. Voilà, mais on ne peut pas faire de choses vraiment marquantes. Donc nous, notre point de vue, c'est qu'il vaut mieux acquérir une œuvre en cours de mandat, qui est une œuvre qui a quand même une certaine ampleur. Je peux observer qu'on aura fait au cours de ce mandat environ 18 millions d'euros d'investissement pour la ville. Si on rapporte ces 65 000 € à 18 millions d'euros d'investissement, on est à du 0,35% pour les œuvres d'art. C'est quand même pas, c'est quand même faible hein, comme pourcentage. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'existence d'œuvres d'art dans une ville, c'est quand même un enjeu très important. On peut toujours se dire que c'est du luxe, ça sert à rien.
Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. C'est pas du luxe. D'abord parce que ça donne du caractère à une ville, ça lui donne une personnalité, c'est un élément d'identification souvent pour les habitants. On a été quand même très frappés de voir un élément d'identification, de rêve, quelquefois de dramatisation aussi. On a été quand même très frappés de voir que parmi les gens qui nous ont le plus parlé de cette statue, ce sont des gens qui souvent ne vont jamais visiter une exposition, qui ne vont jamais dans un concert, et pour eux la seule appréhension qu'ils aient de l'art, c'est ce qu'ils voient dans la rue. C'est des œuvres d'art dans la rue. Et en particulier, on a vu des jeunes totalement, qui ont perdu tout contact, qui ont été déscolarisés, des gens qui sont... je dirais pour eux, cette statue, ça représentait quelque chose ils nous l'ont dit, qu'ils trouvaient cette statue magnifique et qu'ils étaient heureux qu'il y ait une œuvre comme ça à Bergerac. Donc je veux dire, il faut bien avoir conscience de ça. Ce n'est que par la sculpture qu'une grande partie des habitants de notre ville ont un accès direct à la création artistique. Et deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est vis-à-vis des visiteurs extérieurs, c'est vrai qu'avoir des œuvres comme ça dans une ville, c'est un des éléments qui retient leur attention, qui font qu'ils sont intéressés par l'idée de venir à Bergerac, parce que voilà, ils voient des vieilles pierres, mais ils ne voient pas que des vieilles pierres, ils voient d'autres choses. Il y a un circuit, il y a un parcours aussi qui va d'une œuvre à l'autre. Donc c'est également quelque chose, c'est important de ce point de vue-là aussi, et je fais quand même observer que dans une ville comme la nôtre, la dimension touristique, la dimension de visite de gens qui viennent de l'extérieur, c'est un élément très important pour la vie et pour la vie économique de notre ville. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Alors après, on peut se dire, ah ben oui, il aurait mieux valu mettre cet argent à faire 20 mètres de trottoir ou à faire, je sais pas moi, un enfouisseur de plus pour les ordures ménagères, d'accord, mais l'âme d'une ville, ça passe aussi par les œuvres d'art qu'il a dites. Qui a expertisé dans cette question? Alors qui l'a expertisé? Je dirais, ça s'est fait par négociation avec le sculpteur. Parce qu'il on sait à peu près quelle est la valeur des œuvres. Voilà, j'ai observé que cette œuvre a été exposée à Rio de Janeiro, qu'elle a été exposée sur le pont des Arts à Paris. Voilà, donc c'est quand même, c'est pas une œuvre, je dirais, lambda. C'est son emplacement définitif. A priori, c'est son emplacement, mais si, voilà, on peut imaginer éventuellement d'aller placer ailleurs. C'est pas, voilà, c'est pas, voilà. Bien, pas d'autres observations. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, indemnisation des travaux supplémentaires pour élection, Rislane Robin. Alors, à l'occasion des consultations électorales politiques, le travail supplémentaire accompli par les agents territoriaux est compensé financièrement de deux manières. Soit par le versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, pour les agents de catégorie B et C, soit pour les agents non éligibles au IHTS par le versement de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, IFCE, calculée à partir de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une délibération du conseil municipal a été adoptée le 25 juin 1999. Cependant, le régime de l'IFTS ayant été modifié par deux décrets du 14 janvier 2002, le conseil municipal est appelé à adopter une nouvelle délibération afin de préciser les conditions dans lesquelles est versé l'IFCE. Si les plafonds sont fixés par décret, il appartient en revanche à chaque collectivité de préciser le coefficient d'IFTS sur la base duquel est fixé le montant individuel de versement de cette indemnité, soit un coefficient de 0,55 pour la ville de Bergerac. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
Modification de la délibération relative au régime indemnitaire de la ville de Bergerac. Alors, il s'agit des agents municipaux habilités en installation électrique qui interviennent lors des matchs du Bergerac Périgord Football Club. Donc, c'est Rislan Robin. Continue. Le règlement de la Ligue de football professionnel stipule que le club visité doit assurer la présence obligatoire d'un technicien habilité en installation électrique capable d'intervenir immédiatement. Il doit être agréé et dûment mandaté par le propriétaire de l'installation et le cas échéant par la société titulaire du contrat d'entretien. C'est pourquoi un électricien municipal est présent lors des rencontres du Bergerac Périgord Football Club se déroulant sur l'un des salles appartenant à la ville de Bergerac. La mise en œuvre de ces interventions nécessite de compléter la délibération du 26 septembre 2003 relative au régime indemnitaire applicable à la ville de Bergerac en ajoutant l'indemnité de permanence statutairement prévue et les conditions de son versement. Le conseil municipal est appelé à modifier la délibération du 26 septembre 2003 relative au régime indemnitaire donc applicable à la ville pour y ajouter le versement de l'indemnité de permanence aux agents municipaux habilités en installation électrique présents lors de matchs du Bergerac Périgord Football Club se déroulant dans un stade qui appartient à la ville. Les crédits correspondants donc sont inscrits au budget au chapitre 012. Petit des observations. Bien. Qui est pour, qui est contre, c'est adopté. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents. Alors, vous avez ce tableau, hein, je rappelle que chaque année, hein, on doit l'examiner. Voilà. Donc vous avez, ça tient compte soit des arrivées et des départs de nouveaux agents, soit des promotions qui interviennent parmi les agents de la ville. Voilà. Donc vous avez le détail très précis, je veux dire que c'est assez détaillé. Voilà, je ne vais pas reprendre hein, toutes les décisions et toutes les modifications qui sont intervenues. Y a-t-il des observations? S'il y avait des choses exceptionnelles, on vous le dirait. Ceux qui ont participé notamment aux commissions administratives paritaires retrouvent dans ce tableau les conséquences des décisions qui ont été prises dans le cadre de ces commissions. Voilà, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, contrat de ville, participation de la ville de Bergerac, Jonathan Priolo. Merci Monsieur le maire. Effectivement, on a déjà passé plusieurs délibérations sur le contrat de ville 2017 sur la participation de la ville de Bergerac et nous souhaitons compléter notre soutien financier avec une subvention de 1 200 € à l'association Le Paris pour le projet Aide aux devoirs. Cette association intervient pour l'aide aux devoirs, l'écoute, l'accompagnement avec les jeunes, en direction des jeunes du quartier prioritaire sud. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville sur le chapitre 65, compte 65-74. Je rappelle que le Paris, c'est une action assez remarquable qui est menée, à ma connaissance, depuis au moins 25 ou 26 ans, sinon plus. Oui, Monsieur Rouet. Oui, juste une petite précision, puisque on a eu l'échange en début de semaine et visiblement, tout comme moi, vous n'étiez pas informé officiellement des arbitrages de l'État que nous apprenons par bruit de couloir ou par information des associations concernées, puisque grosso modo, la préfecture, parce qu'il ne faut pas tout faire revenir sur Paris non plus, mais la préfecture a fait des arbitrages en catimini sur les crédits de la politique de la ville, avec une économie globale pour le département de 36 500 €. Alors, le problème de cet arbitrage, outre le fait qu'il coupe naturellement les crédits de la politique de la ville, qui est quand même particulièrement injuste socialement, mais qui est quand même dans la ligne de la baisse de 5 € des APL, c'est que
Bergerac, sur les quartiers politiques de la ville, c'est 5563 habitants, c'est-à-dire 67% des habitants du département en quartier prioritaire sont à Bergerac. 67% sont à Bergerac. Lorsqu'on regarde l'enveloppe de baisse de 36 500 €, on pourrait s'attendre à ce qu'on ait un effort pour Bergerac en priorité, puisque nous sommes majoritairement concernés. Lorsqu'on sait qu'à Périgueux, pour ne pas les citer, il n'y a que 2666 habitants qui sont en politique de la ville. Sauf que l'arbitrage qui est rendu, si on additionne, eh bien on se rend compte que 65% de la baisse, elle est pour Bergerac, exclusivement Bergerac, alors que Périgueux, avec son quartier qui est le Bourg de l'Arche plus Chanier, donc les 2200 habitants, n'auront eux qu'une baisse de 35%. C'est-à-dire que d'un côté, nous on représente 67% de la population en quartier prioritaire, et on nous impose un arbitrage d'une baisse de 65%, et on ne nous informe pas officiellement. C'est quand même ça le plus aberrant lorsqu'on va découvrir le comité de jumelage Bergerac-Infra qui va perdre 2 000 € dans cette affaire, la Fédération départementale des centres sociaux pour un docu-fiction sur Bergerac qui va perdre 5 000 €, le CCAS qui va être concerné puisqu'il va perdre 7 500 € dans cette affaire. Donc là, il y a un moment quand même, je crois qu'il va falloir qu'on saisisse la préfète d'une manière ou d'une autre, parce que cet arbitrage ne va absolument pas dans le sens, c'est la double peine. Monsieur Rouet, nous n'avons pas été encore informés. Ni les uns ni les autres. Ces chiffres, je ne sais pas comment vous avez eu ces informations. Par bruit de couloir. Par des bruits de couloir. Exactement. Bon, nous savons qu'on va avoir sans doute la même chose pour le programme de réussite éducative, qui est aussi un programme qui s'applique directement dans les quartiers politiques de la ville. Donc, dès que nous aurons confirmation de ces informations, évidemment, nous allons faire comme il le faut. Nous savons également que nous risquons de perdre une partie des financements qui étaient prévus dans la dotation, la DIFCL. Il y a deux choses. Il y a le programme de réussite éducative. Oui. Là, on a eu une information officielle. Alors, on l'a eu sur le PRE. Sur le PRE, on a eu une information officielle dans le courant de l'été sur laquelle on devait avoir 46 500 €, on en aura en fait que 38 500. Voilà. Il faut savoir que lors de la première distribution, tous les autres ont été servis à hauteur de ce qu'ils devaient avoir, et le complément, c'était Bergerac qui devait l'avoir. On va avoir un complément, mais beaucoup plus faible que celui qui nous était annoncé avant l'été. Et effectivement, on a aussi des informations, alors ça c'est ce qui est repris par toutes les associations d'élus, sur alors la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, ça vous concerne pas. Oui, mais la DIFCL. Mais par contre, la DSIPL, c'est là que le gouvernement a décidé de geler 300 millions de crédit au niveau national, et on ne sait pas à quelle sauce on va se faire. Donc on a saisi la préfète pour lui demander, parmi les opérations qui étaient financées dans ce cadre-là, lesquelles risquaient d'être affectées. Mais c'est vrai qu'on attend, bon, j'attends de voir effectivement ce qui sera décidé sur la politique de la ville, mais c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que c'est la politique de la ville dans son ensemble qui est remise en question. Je veux dire, ça plus la remise en cause des emplois aidés. Et là, les emplois aidés, c'est pas seulement l'aspect, je dirais, financier pour les collectivités territoriales qui sera dur à supporter, mais c'est aussi les publics qui étaient concernés par les emplois aidés qui ne peuvent être, qui en réalité ne pouvaient accéder à l'emploi qu'à travers ces emplois. Et là, vous savez comment ça marche pour démarcher à la préfecture? C'est les députés qui font des petits courriers. C'est-à-dire que si l'association n'est pas en ligne avec le petit député, et bien les employés, ils sautent. Et bien jusqu'à présent, on disait merci patron, mais là on pourra dire merci Macron. Voilà. Bien. Parce que ces gens-là, ils en ont besoin de boulot. Par contre, les histoires de réforme de l'USF, parce que l'argent de l'USF qu'on va économiser, qui va donner aux riches, et il le récupère. Monsieur Zapera, on n'est pas dans un débat de politique générale. Si ce débat est très intéressant. Oui, mais je suis désolé, l'argent pour en prendre à certains et le redonner à d'autres, il faut bien le prendre à quelques-uns. Et là, on le prend, et vous l'avez dit vous-même, à des gens qui avaient besoin de ce travail. Je dis très clairement que ce qui nous inquiète énormément, et évidemment on va faire remonter ça du côté de l'État, pas seulement auprès de la préfète, parce que la préfète elle ne fait qu'appliquer la politique. En l'occurrence là, c'est un arbitrage de ces services. C'est un arbitrage. Il y a un arbitrage, il y a aussi la baisse. Donc à un moment donné, un peu moins de critères. Sachez bien, par exemple, que sur les crédits du PRE, nous sommes en bataille permanente avec les services de la préfecture. Alain Banquier, on sait quelque chose. Moi, je suis allé plusieurs fois moi-même à certaines réunions
pour demander qu'on rééquilibre les choses entre Bergerac, qui en a beaucoup plus besoin que Périgueux, et que c'est une bataille permanente. Mais sur les crédits politiques de la ville, nous nous attendons, parce que là, effectivement, il n'y a aucune raison que ce soit Bergerac qui subisse plus. Mais au-delà, c'est la remise en cause de la politique de la ville. Voilà. Bien, alors, sur cette participation au pari, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Soutien au projet des conseils de quartier, attribution de subventions aux associations, Jonathan Priolo. Merci Monsieur le maire. Donc les 6 conseils de quartier sont des instances de débat, d'expression et ils élaborent ensemble des projets d'intérêt collectif. Et à la suite d'un accord passé avec les conseils de quartier, les associations peuvent recevoir des subventions et les conseils de quartier proposent à la ville de Bergerac de soutenir les actions par le versement de subventions. Le conseil de quartier propose de donner 500 € pour le projet Séjour et sorties culturelles Paris pour les jeunes. Et le conseil de quartier Sud propose 500 € à l'association des Restos du Cœur pour le projet Jeux extérieurs au jardin de proximité boulevard Henri Sicard. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville sur le chapitre 65, compte 65-74. Il est donc proposé au conseil municipal l'attribution d'une subvention de 500 € à l'association Quartier Nord et d'une subvention de 500 € à l'association Restos du Cœur. Bien, pas d'observation. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Convention, action gérontologique d'initiative locale conclue entre la ville et la Fédération des centres sociaux, Marie Scotti. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du contrat d'objectif 2017 conclu entre la CARSAT Aquitaine et la Fédération des centres sociaux de Dordogne, il a été confié à la Fédération la mise en œuvre du projet Accompagner le vieillissement dans une démarche de développement social local. Le projet s'illustre par des actions développées sur des thématiques telles que le lien social, la lutte contre l'isolement, la promotion de la citoyenneté active par le bénévolat, la prévention de la santé et le lien intergénérationnel. La Fédération des centres sociaux de la ville de Bergerac, par l'intermédiaire du centre social Jean Moulin, s'associe pour mettre en place des actions en direction des seniors afin de répondre aux objectifs suivants. Permettre un accueil non stigmatisé des habitants tout au long de l'année, accueillir, écouter, chercher à joindre les personnes retraitées qui sont isolées, mobiliser les partenaires locaux autour d'un projet de prévention partagé, organiser et animer une cellule de veille sociale partenariale visant à repérer les enjeux nouveaux, à analyser collectivement les problématiques des personnes âgées, à émettre des propositions d'action dans le champ social et la prévention de la perte d'autonomie et à élaborer le programme d'action mis en œuvre sur le site. La présente convention est conclue sur l'exercice 2017 et ouvre un soutien financier de la CARSAT qui s'élève à 5 533 € par an. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de la convention entre la ville de Bergerac et la Fédération des centres sociaux, d'autoriser le maire à signer celle-ci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? C'est adopté. Renouvellement du réseau basse tension rue Cyrano. Convention de servitude de personnes Sainte-Lazie. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau basse tension de la rue Cyrano, Enedis prévoit de remplacer une fibre par un câble torsade fixé sur les façades de la rue. La ville étant propriétaire d'un bâtiment qui décolle d'un hectare donc une façade comme sur la rue Cyrano, il y a lieu d'autoriser Enedis par convenance à fixer le câble sur la dite façade. Cette convention vous a été transmise par CD, le conseil municipal, est invité à autoriser M. le maire à signer la convention de façade. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Acquisition de parcelles en vue de l'aménagement d'un giratoire avenue Charles de Gaulle. Francis Deltel. Merci, Marie-Georges. Ça nous concerne directement.
Pour la réalisation d'un giratoire avenue Charles de Gaulle, entre celui de Cros et celui de la rue Jean Martel, la ville doit faire l'acquisition des portions des parcelles privées nécessaires. 13 mètres carrés à la SCI La Croix, 223 mètres carrés à la SAS Sidonie, 74 mètres carrés à la SCI 3000, 169 mètres carrés à la division Paget. Les propriétaires concernés ont donné par écrit leur accord pour une cession à l'euro. Le conseil municipal est invité à décider de ces acquisitions pour 1 euro, désigner M. Bonneval, notaire Bergerac, pour rédiger les actes notariés, autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et signer toutes pièces relatives aux actes notariés correspondants. Voilà, bon, je crois qu'on peut, je me suis félicité du fait que les propriétaires aient donné leur accord et cédé les terrains, parce que ça, on peut leur en être reconnaissant, et ça va peut-être permettre d'avancer sur l'aménagement de la route de Bordeaux, qui est quand même vraiment, je dirais, un impératif important pour nous tous, parce que cette route est mal aménagée, et je pense que un autre objectif dont on a parlé dans le cadre de la communauté d'agglomération, c'est l'éclairage de la route de Bordeaux. On va faire une opération qui se soit réalisée assez rapidement, parce que c'est aussi un enjeu. Un autre enjeu qu'il faudra réussir à maîtriser, c'est pas forcément faire des aménagements considérables, mais faire qu'il y ait au moins un cheminement piétonnier abrité tout le long de cette avenue. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Ruet. Juste un détail, au moins vous aurez le bon prétexte pour appliquer le règlement local de publicité, puisque dès lors que le carrefour sera créé, le panneau vidéo lumineux qui est déjà totalement illégal le sera d'autant plus puisque le code de la route interdit les supports publicitaires dans les carrefours. Bien, je note bien votre observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Travaux d'adaptation des giratoires sur route départementale Alain Plessis. Merci, M. le maire. Il y a donc d'établir une convention entre les différents intervenants pour que soit garanti l'entretien homogène du giratoire relevant du domaine public départemental et situé aux entrées de la ville. Il s'agit des giratoires de la Capitale, de la Mouline, de Valade, de Fort-Espine et des Sardines. Cette convention pour le département de la CAD, le syndicat départemental d'énergie de la Donne et G24 et la commune précise les travaux de remise en état pour faciliter l'entretien du ouvrage et l'autorité compétente en matière d'entretien, la ville de la CAD. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer cette convention. J'ajouterai, M. le maire, c'est une affaire qui date de plusieurs années et qu'on est enfin arrivé à un dénouement pour l'entretien de ces giratoires qui concernent la rocade de l'Ouest et de l'Ouest. Voilà, et on essaiera de. Et l'objectif, je le dis, c'est quand même d'essayer de limiter les frais d'entretien de ces giratoires. Voilà. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, conditions d'entretien des dépendances vertes sur les routes départementales en agglomération à l'Implasie. Alors, dans le même état d'esprit, il y a lieu d'établir une convention entre les différents intervenants pour que soit garanti l'entretien homogène de dépendances vertes des routes départementales à l'agglomération portée sur le plan juin. Cette convention pour le département, la CAD, les communes de Bergerac, Bordeaux, Saint-Laurent-du-Midi et Grèce précise l'autorité compétente en matière de fauchage des îlots et à bord des giratoires, ainsi que les accotements de ces voies. Pour le territoire de Bergerac, la répartition affecte à la CAD l'entretien des emprises simplement en RP et à la lutte des îlots des giratoires qui comportent un aménagement paysager, conformément à notre convention spécifique aux giratoires. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer cette convention. Juste pour préciser, donc la précédente convention concernait les giratoires eux-mêmes, et là c'est le fauchage autour des giratoires. Vous remarquez que, par exemple, la ville de Bergerac continuera à entretenir les giratoires de la route de Bordeaux, le giratoire de la route d'Aïs qui sont bâtis, les autres giratoires étant simplement en RB, c'est la CAP qui les entretiendra.
Voilà, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Oui, François de Madélian. C'est parfait, parce que tu as envoyé 2 fois des équipes pour adopter sur le même endroit. Je vois on a un coup d'entretien central, c'est la ville, et l'entretien des agents, c'est la carte. C'est pas logique d'envoyer 2 équipes à 2 fois différents. Non, mais ici, c'est logique, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes engins qui travaillent. Et lorsque la cave est défauchage, il y a tout le défauchage sur les bords de route, et en même temps, il faut le tour du giratoire. Alors que l'entretien du giratoire lui-même, sur les tombeaux, c'est pas pareil. Donc ça s'explique comme ça. Alors, oui, François. Non, alors, qui s'abstient? Voilà, c'est adopté. Alors, coopération sur les installations d'éclairage public demandées au SDE 24, Joël Carraud. Merci, monsieur le maire. La compétence éclairage public qui a été transférée au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, SDE 24, toute opération, étude ou travaux ne faisant pas l'objet de la convention 4 doit être soumise au conseil municipal. L'étude à engager est la suivante. Renforcement de l'éclairage aux abords du centre de secours. Les travaux à engager sont les suivants. Extension éclairage public, parking Jacques Ferrer. Travaux neufs éclairage public, place Bellegarde et route de Podestan. Remplacement vitres et sources lumineuses rue du Mourier, Bourbarreau, Colonel de Chadois. Remplacement de foyer rue Armand-Botte, promenade du garage et rue René Thomas. Sur ces opérations, la prise en charge par la ville s'établit de 45% à 70% du coût réel et la CDAE 24 en est le maître d'ouvrage. Les crédits correspondants 31 094,50 € hors taxes sont inscrits au budget 2017 de la ville. Le conseil municipal est appelé à solliciter le SD 24 pour cette étude technique et les différentes opérations sur le réseau d'éclairage public ainsi qu'à y participer financièrement. Je vous donne le détail. Extension éclairage public parking Jacques Ferrer. Le coût d'opération 11 452,36 hors taxes. Par SDE 24 3435,71. Par ville 8016,65. Travaux neufs éclairage public, place Bellegarde, coût d'opération 21 542,88. Par SDE 24, 11 848,59. Par ville, 9 694,29. Travaux neufs éclairage public, route de Podestan, coût d'opération 18 411,71. Par SDE 24, 10 126,44. Par ville, 10 285,27. Remplacement vitres et sources lumineuses rue du Mourier, Bourbarreau, Colonel de Chadois. Coût d'opération 4 180,06. Par SDE 24, 1254,32. Par ville, 2226,74. Remplacement foyer, 3213 rue Armand-Botte. Coût d'opération 1380,62. Par SDE 24, 759,34. Par ville, 621,28. Remplacement foyer 3693, promenade du barrage. Coût de l'opération 1332,45. Par SDE 24, 666,23. Par ville, 636,23. Remplacement foyer 31,88 rue René Thomas. Coût d'opération 1768,08. Par SDE 24, 884,04. Par ville, 884,04. Les crédits correspondants 31 094 hors taxes sont inscrits au budget communal 2017. Comme vous l'avez tous compris, ce sont les opérations qu'on appelle dans le jargon technique, celle de l'article 8, c'est-à-dire celles qui sont en plus du programme de renouvellement des installations existantes, voilà, dans lequel on va conventionner par ailleurs avec le SDE 24. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
Alors, acquisition des locaux de la SCI du kiosque occupé par la SARL de Musicol, rue Neuve d'Argenson. Voilà, on se trouve devant une situation qui est assez préoccupante pour nous. C'est-à-dire, vous savez que le Musicol, qui a eu quand même un succès assez remarquable ces dernières années, est installé dans des locaux qui sont les anciens locaux, l'ancien self-service de l'AOL à l'origine. Et ces locaux appartenaient en dernier lieu à une société civile mobilière, la SCI du kiosque, le Musicol en étant locataire. Il se trouve que la SCI du kiosque est mise aujourd'hui en liquidation, et donc il y a une énorme interrogation sur le devenir même du Musicol, puisque le Musicol est en fait, sa survie sur place est subordonnée au bon vouloir du propriétaire futur des locaux. Voilà, c'est ça la question, et je ne cache pas, j'ai rencontré à plusieurs reprises les responsables du Musicol, notamment Madame Biato, ils sont extrêmement inquiets, évidemment, de savoir qui va reprendre ces locaux. Donc, nous avons parlé ce soir à plusieurs reprises de la redynamisation du centre-ville. Il est évident que le Musicol, par le nombre de visiteurs qu'il draine tout au long de l'année, est un élément important de la redynamisation du centre-ville. Nous avons une réflexion qui est engagée. Adi Benfedoul conduit cette réflexion sur le devenir de la place de la République, et le devenir de la place République, non pas vu seulement sous l'angle place, mais sous l'angle de la place et de toutes les activités qui l'entourent, notamment aussi la question du cinéma, sur lequel nous avons engagé aussi là une réflexion avec l'exploitant, M. Friedman, pour notamment agrandir le hall d'entrée du cinéma. Donc il y a des enjeux importants pour Bergerac et pour le centre-ville de Bergerac. Donc compte tenu de cette situation, nous avons décidé d'être candidats à l'acquisition des locaux de la SCI, enfin qui appartenaient jusqu'ici à la SCI du kiosque, et les locaux qui abritent actuellement le Musicol. Derrière ça, et il ne faut pas se faire d'illusions, si on reprend, on aura évidemment des travaux à réaliser. Alain Plazy a particulièrement travaillé sur ce dossier, en liaison d'ailleurs avec M. Begri. Les travaux sont au total estimés à 300 000 €, mais c'est des travaux qui portent notamment sur la couverture et sur l'électricité, et qui peuvent être étalés dans la durée parce qu'il n'y a pas d'urgence immédiate. Mais ce qui est l'urgence par contre, c'est de conforter l'activité du Musicol. C'est la raison pour laquelle nous nous portons candidats. Alors évidemment, nous sommes soumis dans cette affaire à la décision que prendra le juge, puisque l'affaire fera l'objet d'une décision du tribunal de grande instance le 2 octobre prochain, mais nous espérons quand même que le juge tiendra compte dans sa décision des garanties apportées par les candidats éventuels, outre la ville, tiendra compte des garanties qu'apporteront les candidats quant à la continuité du Musicol. Il me semble que la ville est quand même bien placée, de par sa vocation, pour apporter cette garantie. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Construction d'un bâtiment d'hébergement pour personnes en difficulté, déclassement du domaine public de 2 parcelles de terrain, JPR Blanc. Merci, M. le maire. La SEM Urbanis Habitat en charge de la construction de la nouvelle maison d'accueil temporaire, la MAT, bâtiment d'hébergement pour personnes en difficulté. Pour permettre la réalisation de cette opération sur une emprise plus appropriée, il convenait de déclasser du domaine public, après enquête publique, 2 parcelles, rue du Torrent et Claude Bourdet, pour les classer dans le domaine privé de la commune. Nous
conseil municipal de Bergerac a donné son accord en date du 17 mars 2016 pour le lancement de la procédure. Pendant l'enquête publique, aucune observation n'a été présentée. Monsieur Michel Pierre, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet. En conséquence, le conseil municipal est invité à décider du déclassement de ces emprises du domaine public communal. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Convention d'occupation du domaine public pour la réalisation d'un local à ordures ménagères. Alain Céréa. Merci, donc, Dodon Habitat a déposé un permis de construire pour la construction d'un local ordure ménagère pour les locataires et le pas. Ce local d'environ 25 mètres carrés sera nécessairement situé à l'entrée de la résidence, rue Pierre Palu, sur le domaine public. Il convient donc d'autoriser le bailleur à construire et à entretenir ce local pour l'établissement d'une convention d'occupation du domaine public. Cette occupation est conçue à titre gratuit dans la mesure où l'objectif est dépourvu d'un caractère lucratif et présente un intérêt pour la commune, notamment améliorer le cadre de vie et limiter les phénomènes de dépôt sauvage à bord de la résidence. Le conseil est donc invité à autoriser la signature de cette convention. Est-ce qu'il y a besoin d'un architecte? Le 27 mètres carrés, plus de 20 mètres carrés. Plus de 20 mètres carrés, et là, oui. Au-delà de 20 mètres carrés. Bon. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, acquisition de terrain rue Rudolf Nureyev à M. Yagoubi, Alain Céréa. Allez, c'est la dernière. Depuis l'ouverture de Pôle emploi et du nouveau centre social Germaine-Pillon, le quartier manque de places de stationnement, ce qui pose un réel problème de sécurité aux heures de sortie. Pour ce faire, il convient d'acquérir un terrain et un accord est intervenu avec le propriétaire, M. Yagoubi, pour acquérir 2 parcelles d'environ 1000 m², situées rue Rudolf Nureyev pour un montant de 50 000 €. Cela dit, ça représente environ, bien sûr, 50 m², c'est pour le pauvre sur le partage. Le conseil municipal est invité à décider de l'acquisition des terrains cibles désignés pour un montant de 50 000 €. Bien. Oui, monsieur. Oui. Je suis très embêté avec ça aussi. Extrêmement. Alors, pour détendre un peu l'atmosphère, vous avez quand même ça vire à l'obsession de faire du stationnement. Ça, c'est clair. Vous êtes un bâtisseur de l'horizontale, et ça, on l'avait bien compris. Mais sur ce terrain-là, au prix du mètre carré qui nous est proposé, 50 € du mètre carré, et surtout au vu du précédent qu'il y a sur ce terrain, moi je vous demanderais même de retirer cette délibération et que je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, outre le fait qu'il manque du stationnement dans ce quartier, ce qui est quand même une vaste plaisanterie au regard de la rue Alphonse Daudet, de la place de l'Auditorium, où il y a suffisamment de places de stationnement. Moi je suis parent d'élève à l'école Pauline Kergomar, j'espère que vous allez acheter une parcelle pour que je puisse me garer pour poser ma fille à l'école, parce qu'il n'y a aucune place de stationnement dans cette école-là. Donc pourquoi celle-là où il y a déjà du stationnement, et qui plus est en plus sur des parcelles constructibles qui sont de l'autre côté de la rue. Mais il faut savoir quand même que M. Yagoubi est quand même assez coutumier de la vente de terrain à la ville de Bergerac. Et qu'il faut revenir à la délibération du 24 juin 2010 que nous avions prise, puisque déjà à l'époque, un accord était intervenu entre M. Yagoubi et la ville de Bergerac pour l'acquisition du terrain qui aujourd'hui part du parcellaire griffonné en bleu jusqu'à nos locaux du Pôle emploi. Et cet accord prévoyait, je vous cite la délibération, que nous versions un prix de 330 000 € pour une emprise de 7 820 m², soit environ 42 € du mètre carré. Nous étions en 2010, donc en 7 ans, on passe de 42 à 50 € du mètre carré, ce qui défie les lois du marché qui ont baissé de 30% depuis la période. Mais surtout, ce qui était prévu dans l'accord, c'est que
nous payons, ville de Bergerac, 290 000 € prix comptant pour les terrains que nous récupérions, qui permettaient de réaliser le quartier de Naïac, mais le surplus, moyennant la remise à M. Yagoubi d'un terrain viabilisé par la mairie de 1000 m², au plus tard lors de l'achèvement des travaux de viabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Yagoubi vend à la ville de Bergerac un terrain que nous avons nous-mêmes viabilisé dans l'accord que nous avions avec lui pour l'achat des autres terrains. Et quand je vois que vous dites que ce terrain est destiné à du stationnement, comme c'était plus ou moins prévu dans le champ, dans le projet de quartier, sachez que dans le contrat de ville que vous avez signé, ce parcellaire-là est indiqué pour du commerce ou du logement potentiel, et que dans le contrat de l'ANRU, ces terrains sont dédiés spécifiquement à du logement ou une opération immobilière. Nous allons dépenser 50 000 € sur un terrain que la ville a déjà viabilisé à ses propres frais pour ce propriétaire, et qui plus est à 50 € du mètre carré, qui est le terrain le plus cher du terrain constructible en centre-ville, et pour faire des places de stationnement. Cette délibération n'est pas sérieuse, monsieur le maire, et je vous demande de la retirer. Monsieur Ruet, je ne retirerai pas cette délibération parce que on est dans un secteur où c'est le problème qu'on a avec les architectes, et c'est le problème, je le dis parce que je passe mon temps avec les architectes, et qu'on a aussi, quand on veut accumuler sur un même lieu des bâtiments sans prévoir de stationnement. Je suis désolé, on a ici, excusez-moi, on a une concentration de lieux publics où le stationnement est manifestement insuffisant. Il faut aller voir l'entrée de l'école Edmond-Rostand le matin et le soir, où c'est absolument impossible. On a l'auditorium, lorsqu'il y a des choses importantes à l'auditorium, les parties qui ont été prévues ne sont manifestement pas suffisants, mais oui, mais c'est la vérité. Bon, nous avons notre part de responsabilité, puisqu'on y a installé le centre social Germaine-Tillon. On a également, à proximité immédiate, on a Pôle emploi. Moi, je vois bien ce qui se passe à Pôle emploi. Les gens qui veulent aller à Pôle emploi n'arrivent pas à stationner. Bon, parce que les places sont prises par les salariés de Pôle emploi, qui ont d'ailleurs eux-mêmes leur propre parking, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de moments où on ne peut pas stationner dans ce secteur, où on a créé un ensemble d'institutions qui, par nature, appellent un grand nombre de visiteurs. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je veux dire, c'est bien de créer des institutions, mais il faut aussi créer du stationnement. Ce terrain est un terrain constructible. On va en faire du stationnement. Vous avez la rue Alphonse Daudet, où il y avait autrefois le centre social, avec le mail qui y débouche. Il y a 50 mètres à faire à pied pour aller au centre social, notamment. Enfin, il y a c'est souvent, la rue Alphonse Daudet, il y a souvent énormément de zones de pointe au niveau de l'école. Je vous dis, alors pour Pauline, vous avez aussi le pôle, la crèche qui a été créée à l'extérieur. Il est à l'opposé. À ce moment-là, c'est cette logique-là, l'école publique Pauline Carpentard, que je connais bien, où ce sont des petits-enfants, tout petits, parce que c'est une maternelle, vous allez construire du stationnement où? Sur le jardin de Perdou. Et pourtant, nous sommes parents, et on pose aux enfants en voiture et on se débrouille pour se garer. Le problème, c'est que là, vous payez un terrain que nous avons nous-mêmes viabilisé, et quand même, moralement, déontologiquement, ça pose quand même un souci que ce terrain qui était jusqu'alors un terrain à l'abandon, un terrain presque agricole que nous avons viabilisé pour le compte du propriétaire parce que c'était la condition de la négociation, sinon on rentrait dans des procédures pas possibles, on a quand même mis 290 000 € prix comptant pour une estimation totale de 330 000 €, c'est-à-dire qu'on a mis 40 000 € pour ce propriétaire à qui on a fait aussi le muret le long de la rue Nouvrière, parce qu'il fallait que tout soit négocié à l'identique. 50 000 € du terrain constructible au moment où on manque de terrain constructible dans cette ville pour faire du stationnement. Monsieur Rouet, on ne manque pas de terrain constructible dans cette ville. Mais celui-là est constructible. Ce n'est pas 50 € pour le stationnement, c'est trop cher. Oui, vous pensez que c'est trop cher, mais moi je pense que c'est très utile. Ou alors M. Yagoubi a vraiment des amis, parce que c'est pas possible de lui acheter ce terrain dans ces conditions-là. Où est l'estimation de la valeur des domaines sur ce terrain? Alors pourquoi nous n'avons pas une estimation de la valeur des domaines? Il n'a jamais fait de cadeau à personne. Vous l'avez dit. Là, la preuve que non, mais nous n'avons même pas l'estimation de la valeur des domaines.
Alors que quand on fait une acquisition... On n'est pas dans un cas là où on a besoin de faire l'estimation. Ça vous arrange bien. En tout cas, ce n'est pas raisonnable. Ce qui nous arrange pas bien, c'est d'avoir une accumulation d'institutions qui sont à peu près sur le même lieu et de voir qu'on n'a pratiquement pas de place de stationnement. Parce qu'en plus, le stationnement qui a été fait à proximité de l'école Edmond Rostand, derrière l'auditorium, a été en plus extrêmement mal conçu. Je le dis aussi au passage. On va chercher à se faire plaisir avec des aménagements et compliqués, mais qu'on n'a absolument pas fait du fonctionnaire. Rentrez pas là-dedans, le principe, je rentre là-dedans aussi. Il y a 72 places de stationnement pour l'auditorium. Il se trouve quand même qu'il n'y a pas des spectacles ou des manifestations culturelles à l'heure de la dépose des enfants pour l'école à 8h30 et à 16h30 à la sortie. Quand il y a du monde à l'auditorium, les gens ne savent pas où se garer. Il faut aussi parfois marcher 50 à 100 mètres. Oui. Alors ce qui est valable pour ceux qui sont dans d'autres écoles publiques ne s'applique pas ici, surtout sur un terrain qui, il y a le problème aussi, il y a le problème du centre social où il y a quand même une étape clé à avoir beaucoup de fréquentation. Vous avez le problème de Pôle emploi où il y a des problèmes de stationnement permanent. Je veux dire, voilà, les gens qui cherchent du travail, ils ont besoin aussi de pouvoir se poser. Voilà, alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Bien. Alors, nous avons deux questions diverses à traiter. L'une de M. Richard concernant l'assistance financière et les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur le budget communal et les budgets à venir. Voilà, écoutez, M. Richard, nous n'en savons pas beaucoup plus que vous. Nous essayons de suivre ce qui dit dans les médias là-dessus. Nous essayons de savoir quel est exactement le plan du gouvernement en ce domaine. On en saura peut-être un peu plus, dans quelques jours. Voilà. Je ne peux pas vous donner d'éléments qui sont du domaine de l'information publique. Je ne peux pas vous donner des informations que je n'ai pas. Non, mais ma question, c'est aussi, doit-on s'attendre à une augmentation de la taxe foncière et à une nouvelle baisse des subventions? Voilà. Et quel est votre sentiment par rapport à cette décision gouvernementale? Ce qu'on sait d'expérience, c'est que quand on a supprimé des taxes, quand on a retiré des taxes aux collectivités locales et qu'on a créé des compensations, au début, les compensations correspondaient à peu près au montant des taxes supprimées, et malheureusement, par la suite, ça a généralement, ça n'a plus correspondu à ce qui avait été accordé initialement. Donc, on a des raisons d'être préoccupés par cette affaire. Voilà. Alors, Madame Labarthe, sur le plan de circulation qui impacte tout le quartier de Diran. C'est le sujet de discussion un petit peu qui préoccupe tout le monde dans le quartier. Donc j'ai posé la question ce soir pour qu'on revienne un peu là-dessus, parce qu'on ne peut pas croire que ce plan de circulation-là, tellement il a été mal pensé, est quelque chose de définitif. Je sais que les peintures ont été mises au sol, etc., mais ils auront pris peinture noire et c'est oublié, on n'en parle plus. On n'est pas contre le principe de mettre une rue en sens unique si elle est trop étroite, si ça empêche les gens de stationner. Mais dans ce cas-là, il faut que la rue suivante soit dans l'autre sens. Parce que là, ce qui se passe, c'est que la rue Sévigné est à sens unique, donc on ne peut pas permettre aux gens du quartier de remonter sur la rue Valette, qui est la rue Valette et les boulevards, c'est-à-dire le sens de circulation normal. C'est les grandes voies qui sont les voies normales pour traverser la ville. Là, vous avez mis la rue des Trois Frères Cassadou, donc en sens unique aussi. Donc ça veut dire que tout le quartier ne peut plus remonter sur la rue Valette et donc le boulevard de Diran, mais est obligé donc de s'engouffrer dans ce goulet d'étranglement qui est le carrefour du Brazza. Alors là, je vous invite quand même à venir voir ce qui se passe le matin. C'est impossible de circuler. Surtout ce carrefour du Brazza. À un moment donné, vous aviez interdit le tourner à gauche parce que c'était trop dangereux. Et donc, on est obligé de passer à l'angle, ce qui n'était pas du franchement non plus, enfin bon.
Vous aviez interdit ça parce que trop dangereux. Et bien là, il est revenu, puisque comme vous avez mis en sens unique, on est obligé de tourner à gauche, mais comme effectivement c'est impossible de passer, c'est encore plus dangereux. Je ne comprends pas comment ça peut être fait. Donc, comment dire, j'ai lu l'article en Sud-Ouest qui dit qu'une concertation avait eu lieu. Alors, je voulais savoir qui a été concerté, parce que dans le quartier, personne, un beau matin, on se lève, on voit sans interdit, qu'est-ce que c'est ce truc? On se dit, il y a des travaux temporaires. Non, pas du tout. Qui a eu l'idée de faire ça? Et comment dire non, parce que non, c'est pas tout seul. Non, parce que c'est juste vous. Parce que du coup, je suis quand même allé donc lundi soir en réunion de quartier centre pour voir comment ça se passait quand même. Alors, effectivement, c'est ça. Il y a des gens qui ont demandé, donc on a fait. Alors effectivement, lundi soir, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « Oui, moi, ma rue, elle est étroite, je ne peux pas me garer, ça serait bien si c'était à sens unique. » Ah oui, dit M. Garrigue, effectivement, on peut l'étudier, c'est très facile à faire, c'est sûr. En fait, ça enquiquine quand même tout le monde, ça nous empoisonne la vie. Hier soir, on a parlé en commission municipale, je me suis aperçu que quand même beaucoup de membres autour de la table sont bien d'accord. C'est pas possible de rester dans cet état-là. On ne peut plus circuler le matin. Voilà. À un moment donné, je me suis demandé si n'avait pas repris Fabien Ruiz comme adjoint à l'urbanisme. Là, j'ai dit, on revit la même chose que 2008. Mais les toujours qu'elle est fait pire. Mais là, pour une fois. Bien, alors, moi je vais demander à la Plaisir pour répondre de façon de vous apporter des éléments d'information supplémentaires. Mais ce que je voudrais dire sur cette affaire, le problème de la rue Valdez-Coursault, excusez-moi, c'est un problème qui est posé depuis des années et des années. Et que je suis allé à plusieurs reprises dans ce quartier à la demande des habitants de la rue Valdez-Coursault, qui, à juste titre, souligner que le fait que cette rue soit à double sens à partir de la place Oupias, à partir de la place Oupias, et je dirais on a une partie qui est extrêmement étroite, où il y a effectivement, vous avez raison, il y a le problème du stationnement, mais c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est le problème de sécurité très grave qui se pose à cet endroit-là. J'ai moi-même assisté à plusieurs accidents dans cette portion de la rue Valdez-Coursault. Donc on ne pouvait pas rester indéfiniment dans cette situation. Alors, la solution idéale, si on veut régler les problèmes, ça serait de transformer la place Oupias, d'en faire en réalité un giratoire. De telle sorte que ça éviterait de casser la circulation, tout le monde serait à égalité, je dirais, en matière de circulation. Bon, on me dit que ça coûterait 400 000 € de réaliser, ça me paraît quand même, voire même 600. Bon, moi ça me paraît complètement, ces chiffres-là ne me paraissent pas réalistes, je suis persuadé qu'on peut réaliser un tel aménagement à un coût bien inférieur. Bon. Cela dit, sur l'évolution de ce chantier, de ces aménagements, nous avons des réflexions complémentaires. Je vais demander à Alain Plaisir, qui travaille quand même étroitement sur cette affaire, de les présenter. Merci, monsieur le maire. Déjà, Madame la Martinique, il y a une concertation, puisqu'on n'a pas sorti ça de notre chapeau. Il y a eu des pétitions de gens de la rue Valdez-Coursault, de la rue des Trois-Carcasses, des pétitions, des gens qui sont venus nous voir. Nous avons fait une réunion publique fin juin, monsieur le maire était présent, avec tous les riverains, il y a une centaine de personnes. Il y a une centaine de personnes, on a proposé, on a mis des flyers dans les boîtes aux lettres, il y a une centaine de personnes. Le plan a été présenté aux gens et on est parti sur ce projet-là. Effectivement, alors après, on est en train de regarder comment ça se passe. Effectivement, vous voulez des plans de marché qui se bien. Il y a, alors comme l'a dit M. le maire, on ne reviendra pas sur ça parce que tous les gens qui y sont s'en portent fort bien. Le souci qu'il peut y avoir, c'est sur la rue des Trois Frères Cassadou. On peut effectivement renverser le sens unique de circulation d'aller de Brazza vers Valette. On va le regarder et il n'est pas impossible de penser qu'on le mette en place effectivement comme ça. Voilà. La concertation a eu lieu et elle se poursuit.
Non, ben oui, c'est hallucinant. Non, mais... Non, mais honnêtement, ce secteur-là, c'est un secteur qui est très mal fichu hein, en termes de circulation, qui est très accidentogène. On essaie de trouver les solutions pour réduire au maximum les risques d'accident. Moi, je suis persuadé qu'à terme, il faudra réaliser ce giratoire, parce que c'est la seule manière de mettre tous les usagers à égalité. Ça, j'en suis convaincu. Monsieur Zappera. Une question qui n'a rien à voir avec la question de Cécile. Vous avez rendez-vous aujourd'hui à la ministre du Transport? C'était hier. Ah, c'était hier. Est-ce que vous avez des... Sinon, j'aurais été vite, un TGV, 20 minutes. Vous avez des éléments... Est-ce que vous avez des éléments par rapport à la ville? Bah, écoutez, si vous avez lu la presse, entendu les médias, vous avez vu qu'on est quand même revenu assez déçu globalement de l'entretien qu'on a eu. Parce que, je dirais, on avait en face de nous le directeur adjoint de cabinet, qui est quelqu'un qui venait lui-même d'ailleurs de la SNCF, qui retournera sans doute un jour à la SNCF, ce qui pose quand même quelques problèmes au regard. On nous parle beaucoup de la moralisation de la vie publique pour les élus, donc je vais en parler aussi pour un certain nombre de hauts fonctionnaires qui hantent les cabinets ministériels. Mais ça c'est un autre problème, il faudra quand même le régler aussi un jour. Mais surtout, ce qui nous a gêné, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas eu de réponse. On a souligné l'urgence, c'est-à-dire qu'on nous parle d'une fermeture de la ligne en mai 2019, avec un créneau pour engager les travaux qui serait novembre 2018, donc ce qui veut dire qu'il faudrait des décisions rapides, et que pour l'instant, on est quand même dans le flou complet, en ce sens que ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait en tout 18 milliards de travaux à réaliser sur 5 ans, et que les ressources en face étaient de l'ordre de 11 milliards. Bon. Ce qui nous paraît très logique à partir de là, c'est d'essayer de voir comment faire correspondre les échéances de certaines lignes avec les crédits disponibles, et de faire à partir de là les arbitrages nécessaires, parce que toutes les lignes ne sont peut-être pas appelées à fermer dans un délai aussi rapide que celui qu'on nous annonce pour la ligne Libourne-Bergerac. Bon. On n'a pas pu entrer sur ce terrain-là, sur cette partie-là du débat, qui était un peu celle qu'on attendait, parce que c'est ça qui aurait pu nous permettre d'éclaircir un petit peu les choses. Je vais observer que la délégation était quand même une délégation forte, puisque il y avait les trois députés de la vallée de la Dordogne, celui du Libournais, celui du Bergeracois et celui du Sarladais. Il y avait le président du conseil départemental de la Dordogne, et le président de la communauté d'agglomération, et des élus dont j'étais, des villes desservies par cette ligne. Donc je veux dire, voilà, le sentiment qu'on a eu, et c'est ça qui nous inquiète un peu, c'est qu'il y a des arbitrages dont on sent bien qu'ils vont venir à un moment, qui sont deux niveaux d'arbitrage. Un premier arbitrage qui est l'arbitrage entre les projets nouveaux, c'est-à-dire les TGV et les LGV supplémentaires et les lignes classiques, les lignes pour TER. Bon, je dirais que là-dessus, le discours du président de la République et le discours de la ministre vont plutôt dans notre sens, puisqu'ils ont dit on ne lance pas de nouveaux projets et on privilégie les usagers de proximité. Ça, c'est le premier arbitrage, mais il n'est pas encore vraiment fait. En tout cas, il n'est pas concrétisé. Mais on sent bien que derrière ça, et il y a certains propos de notre interlocuteur qui nous ont un peu inquiétés là-dessus, c'est qu'il y a un autre arbitrage qui se posera derrière, c'est l'arbitrage entre les réseaux des grosses agglomérations, et je pense en particulier à l'agglomération parisienne avec les lignes du RER, dont certaines ont besoin effectivement d'être refaites, et d'autre part, le réseau des villes moyennes et des zones rurales comme la nôtre, c'est-à-dire le réseau des TER. Parce que quand on l'a dit, on est une des lignes où la fréquentation est la plus élevée, c'est-à-dire 700 000 passagers par an. Il nous a presque ricané au nez en nous disant 700 000 passagers. Alors c'est vrai que les lignes RER, c'est des millions de passagers dans certains cas. Mais je veux dire, il faut quand même ne pas avoir la même mesure et le même élément de mesure quand il s'agit des grosses agglomérations
C'est pas parce qu'il y a des problèmes sur les grosses agglomérations qu'on doit abandonner les zones rurales et les zones de villes moyennes. Voilà, c'est là notre sujet, c'est là qu'est aussi notre sujet d'inquiétude. Donc je veux dire, il faut vraiment que sur ce débat, on continue vraiment à maintenir une pression forte, parce que, je veux dire, à ce jour, on n'a pas de réponse satisfaisante. Voilà. La séance est levée. Merci. Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie.